Frédéric Fanger, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors, vous êtes psychiatre, psychothérapeute, assez fun. Hein. Vous aimez bien positiver aussi, et vous avez eu envie dans cet ouvrage Je me libère aux éditions Andy Jacob nous parler de cette petite voix intérieure qui nous inhibe tout le temps, qui nous empêche finalement d'oser. Hein. C'est ça, c'est une espèce de radio mentale qu'on a en permanence en sourdine. Alors de temps en temps on l'entend pas, mais par exemple lorsqu'on va être en contact avec quelqu'un, ou qu'on va vouloir aborder quelqu'un, ou qu'on va être dans une situation de performance, eh bien elle va venir nous gêner. Elle va venir nous dire attention, tu vas pas y arriver, etc. Cette petite voix intérieure qui est la source de beaucoup de nos difficultés. On croit toujours que ce qui fait nos difficultés, c'est ce qu'on vit. En fait, je veux attirer l'attention du public sur l'idée que c'est la façon dont on interprète les choses qui nous trouble. Et qui nous inhibe aussi, vous avez raison, il n'y a pas que des émotions négatives avec cette voix intérieure, il y a des comportements d'inhibition. Mais alors elle vient d'où cette voix intérieure ? Alors, elle est là tout le temps, elle vient incontestablement de l'enfance. On s'est forgé un certain nombre de convictions, en fait, au fur et à mesure qu'on a avancé dans la vie, que j'appelle des règles de vie. Qui sont positives au moment où elles se constituent dans notre enfance, c'est-à-dire que ce sont des solutions qu'on trouve. Par exemple, je sais pas, si on est une petite fille dont les parents attendent des bons résultats, eh ben on va pouvoir se dire si je fais bien, si je travaille bien, eh bien je vais être aimé, donc je vais être une personne valable. C'est comme ça que naît le perfectionnisme, par exemple. Mais ce qui est plutôt une bonne chose, parce que pourquoi pas chercher sa valeur à travers la performance. Le problème, c'est que quand 40 ans plus tard ou 50 ans plus tard, vous êtes pris dans le piège d'un perfectionnisme excessif parce que vous ne vous accordez de la valeur à vous-même que lorsque vous êtes performant, vous êtes devenu dépendant de votre performance pour valoir quelque chose. À ce moment-là, cette même règle qui vous a construit, qui était positive, qui vous a fait réussir souvent votre vie aussi, qui vous en a fait arriver là où vous en êtes, devient toxique et délétère. Donc il va falloir jouer avec ce que j'appelle la médaille à deux faces, c'est-à-dire le côté positif de cette règle, le garder, parce qu'il faut pas trop se changer soi-même, il faut rester nous-mêmes quand même, mais essayer de gommer quand même les effets négatifs. Oui, il faut s'adapter à sa propre vie, à son évolution, et ne pas rester figé finalement dans des comportements qui nous ont peut-être convenu à certains moments de notre vie, mais qui à un moment donné finissent par nous encombrer, quoi. C'est ça, il faut s'adapter à sa vie, et là ce que j'ajoute, c'est s'adapter à sa voix intérieure. Parce qu'elle est toujours la même. La vie change, mais elle ne change pas. Les règles éducatives qu'on s'est fixées, on les garde très longtemps, en fait, dans notre tête. Donc ça va être une espèce de gymnastique mentale, de souplesse mentale, de discussion, de débat avec notre voix intérieure. Écoute, là t'as raison, il faut que je sois parfait, mais là écoute, lâche-moi un peu. Voilà, on va discuter avec elle. Mais j'aime bien d'ailleurs cette idée de dialogue intérieur avec soi-même. Et je crois qu'il faut pas s'inquiéter, on ne devient pas schizophrène du tout, bien au contraire, on est à son écoute. Je suis bien content que vous disiez ça, Brigitte, parce que les gens qui se parlent tout seuls sur leur douche ou qui ont des voix intérieures, ils croient toujours qu'ils sont fous. Pas du tout. Moi, je parle sous ma douche régulièrement. Moi aussi. Alors on est deux fous. Ou alors on est deux fous. On a l'habitude tous les deux d'être deux fous. Mais ça nous réussit pas mal. Hein, ça nous réussit pas trop mal. Je crois qu'il faut vraiment déculpabiliser les gens. Vous savez, nous les psys, on est parfois les premiers responsables à trop les culpabiliser les gens. Il faut leur dire, écoutez, acceptez-vous tel que vous êtes, vous avez une voix intérieure, ma foi, elle est là. Des fois, elle va vous aider. Des fois, elle va être utile, elle va vous stimuler lors d'une rencontre, par exemple, une rencontre amoureuse, elle va vous dire, vas-y, détends-toi. Des fois, elle va vous inhiber. Attention, tu vas pas y arriver, mais non, tu dis quelque chose de très bien. Bon, ma foi, on va discuter avec elle et puis en garder les bons côtés et puis essayer d'accepter aussi l'idée, ça je veux le dire aussi au public, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de pathologie pour moi. On a tous des émotions négatives, on a tous des voix intérieures négatives et alors il faut pas toujours dramatiser. Parfois il faut se dire ma foi, oui, je suis un peu anxieux, ma foi, c'est pas obligatoirement très grave, je vais vivre avec ça. Ce qui compte, c'est que j'avance dans ma vie tel que je le veux, dans le sens dans lequel je veux aller. Il y a un conseil que vous donnez aussi qui me paraît très clair et intéressant, pour mieux se comprendre, il faut pas se focaliser sur ses comportements ou sur les comportements des autres, mais sur ce qu'on ressent en fait. Hein. Et je vois bien très souvent les gens ont beaucoup de mal à aller vers ce qu'ils ressentent. Ils restent comme ça sur des choses assez extérieures à eux. Vers l'émotion, vous avez raison. C'est la sentinelle. C'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi. Oui, mais enfin, vous avez raison d'insister là-dessus. Vers la sentinelle, c'est la sentinelle de ce qu'on ressent, c'est la sentinelle de ce qui se passe dans notre tête. C'est d'ailleurs souvent l'émotion désagréable, le léger malaise qui va. Je dis aux gens, quand vous ressentez ça, faites attention à votre voix critique intérieure. Écoutez-la bien, parce que là, elle est en train de vous dire des choses.
Et vous voyez, c'est sûr que les gens ont tendance à chercher des causes dans la vie. Et ils se rendent pas compte que, parfois il y en a bien sûr, mais que souvent c'est aussi la façon dont ils interprètent les choses qui va provoquer le malaise. Il y a beaucoup d'exemples dans le livre à ce sujet-là. Absolument. Et alors il y a une chose aussi qui est intéressante et qui en général parle bien au public, c'est le fonctionnement vertical des hommes et horizontal des femmes. Et ça, ils adorent quand on met les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Mais en même temps, c'est vrai que ça aide à bien visualiser et à comprendre les choses. Ce ne sont que des repères, bien évidemment. Hein. Il y a des hommes qui ressemblent à des femmes psychologiquement, et des femmes qui ressemblent à des hommes. Les limites sont pas claires. Mais là, je fais référence aux travaux d'une sociologue qui est assez rigolote dans sa façon de décrire les choses. En gros, mais c'est de la culture ancienne, ça. Les femmes, qu'est-ce qu'elle dit par horizontal? Elle parle pas de position sexuelle. On est bien d'accord. Ça n'a rien à voir. Vous m'avez volé ça. Je vous voyais venir dans votre œil, j'ai deviné, Brigitte. Non. L'horizontalité, c'est le fait que les rapports humains sont égaux, sont au même niveau. C'est-à-dire que, par exemple, si mettons qu'on soit un couple tous les deux et qu'on dîne avec un de nos amis qui nous dit qu'il est au chômage. Moi, je suis un homme, j'ai un fonctionnement vertical, je lui dis, attends mon gars, donne-moi tes coordonnées, j'ai un copain qui cherche quelqu'un, je vais trouver quelqu'un, je vais lui solutionner son problème. Ceci dit, je vais me mettre en position un peu supérieure par rapport à lui. Je vais lui dire, moi, j'ai le pouvoir de te trouver du travail. L'homme, lui, il fonctionne en verticalité, en rapport de pouvoir, en rapport hiérarchique. Alors que la femme, vous allez probablement lui dire, oh là, ça doit être dur d'être au chômage, qu'est-ce que tu vis, justement, vous allez chercher ses émotions, comment tu le ressens, est-ce que c'est pas trop pénible pour toi, vous mettre à son niveau, en tant que femme, pour partager. La femme est plus dans l'empathie, le partage, l'homme est plus dans l'évaluation, je dirais. Oui, dans la rivalité, en quelque sorte. Dans la rivalité, oui. Si on veut. Frédéric Fanget est avec nous et c'est Aurélien qui a envie de participer à notre conversation. Bonjour Aurélien. Bonjour Brigitte, bonjour Frédéric. Bonjour Aurélien. Frédéric vous écoute, allez-y. J'avais une petite question concernant en fait tout ce qu'on nous propose à l'heure actuelle à travers des médias, la publicité, les envies qu'on nous met sous les yeux. Est-ce que c'est plus une forme de frustration ou de motivation face à notre quotidien? L'image sociale, est-ce qu'elle est motrice ou est-ce qu'elle vous bloque? Si j'ai bien compris votre question, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'elle doit justement se montrer bloquante ou plutôt motivante? J'ai peur qu'elle soit tellement dans un. Alors là, on a du perfectionnisme dans ce que les médias nous balancent. Alors on le dit souvent à propos de l'image de la femme moderne doit être parfaite, mais les hommes aussi, ils doivent être parfaits, ils doivent être compétitifs au lit, partout, dans le travail, avec leurs enfants, mon père. C'est vrai que ce modèle social dans nos sociétés modernes, moi je trouve qu'il est un petit peu inhibant quand même. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de ne pas pouvoir l'atteindre si facilement que ça. Je pense que il est utile de, là encore, revenir à soi, à sa culture personnelle, à sa culture familiale, mettre l'instant présent. Vous savez, la culture sociale, elle est dans le présent. C'est important en psychologie de toujours voir qu'on a une histoire, un passé, une culture, une famille, une religion, des pratiques, ce que vous voulez, et puis qu'on a un avenir, c'est-à-dire où on va aller. Parce que vous savez, la culture sociale, elle change au gré de l'évolution. Et puis c'est à nous de la faire, cette culture sociale. Et si jamais elle vous paraît trop pesante, eh bien il faut lui dire, comme si vous parliez à votre voix intérieure, c'est la voix intérieure de la société, il faut lui dire, attends, calme-toi, je peux pas tout faire bien, je peux pas être parfait. Bon, ceci dit, la culture sociale apporte aussi l'information et la culture, c'est-à-dire qu'elle peut nous montrer des sortes de modèles auxquels on peut adhérer. Donc je crois que la réponse est un peu double à votre question. On peut... Oui, allez-y. Oui, c'est ça, oui, c'est un peu double, c'est un peu ça. Tout à fait. C'est comme ça que je le perçois. C'est qu'en fait, on peut se retrouver face à un modèle qui nous correspond ou auquel on veut adhérer. Et puis parfois, le fait que on voit un modèle auquel on aimerait coller, mais auquel on ne peut pas justement atteindre les objectifs tels qu'ils sont démontrés, quoi. Mais en même temps, moi je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui, Aurélien, je sais pas ce que vous en pensez, Frédéric Fanget, mais c'est qu'il y a une ouverture sur presque tous les possibles. Alors que par exemple il y a 50 ans, il y avait les grandes stars de télé, de cinéma, pardon, et puis je veux dire, monsieur, madame, tout le monde savait très bien que de toute façon ils ne pouvaient pas atteindre ce modèle-là. C'était presque, c'était totalement inaccessible. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué parce qu'on a l'impression que tout est possible et en même temps qu'il faut absolument être j'allais dire presque passer à la télé ou passer à la radio pour exister, mais au moins on a quand même beaucoup d'ouverture
Oui, c'est vrai. Il y a un grand psychologue français un peu négligé qui s'appelait Piaget, qui a parlé d'assimilation et d'accommodation. Et je pense qu'il faut assimiler la culture ambiante. C'est-à-dire, quand vous disiez, Aurélien, tout à l'heure, il y a des modèles qui me conviennent. Je pense que ce qui va compter, prenez-les, rejetez ceux qui vous conviennent pas. Et quand vous les prenez, personnalisez-les. Ce qui va compter, c'est de les habiter. Que ça reste pas en tant que modèle, mais que vous intégriez, que vous assimiliez pour vous ce que vous avez à en retirer. Et donc, vous intégrez les modèles sociaux dans votre culture personnelle. Oui, tout à fait, c'est vrai, c'est pas faux. Et puis, de toute façon, encore une fois, il faut pas tout mélanger non plus. Notre vie personnelle, que l'on soit très riche ou qu'on passe à très célèbre ou etc., elle est pas forcément positive. Je veux dire, la vie personnelle, c'est finalement quoi? C'est quelques proches et ce qu'on a envie d'être et envie d'avoir vraiment pour soi, quoi. Oui, alors allez-y, Aurélien. Je disais, c'est un peu comme ça que moi je le perçois personnellement, en tout cas. Voilà, il faut. Après, je crois que je reviens un peu au thème du bouquin. Tout ça, ça va dépendre de comment on la pense, sa vie, comment on la voit. Parce qu'à vie équivalente, vous avez des gens qui arrivent à être heureux et d'autres avec la même vie qui seront tout à fait malheureux. Donc, bon, il y a ce qu'on peut choisir très bien. Comme disait Brigitte, on est quand même dans une société de choix. Ça, c'est quand même très très bien. On a tous les panels, tout est ouvert. Maintenant, après, il y a une façon de vivre les choses. On voit bien autour de nous des gens qui, de toute façon, seront jamais contents de ce qu'ils vivent, quoi qu'ils aient, même quand ils auront plus. Et des gens qui arrivent même avec très peu à être satisfaits. Donc je crois que ça, l'avantage de la vision de soi-même et du monde et de ce qu'on vit, c'est l'avantage de ne rien coûter. Absolument. Ouais. Merci Aurélien, en tout cas, d'avoir réagi. Frédéric Fanget est avec nous et dans un instant, on va continuer à se libérer de ces petites voix qui parfois nous inhibent. Vous pourrez vous aussi bien sûr réagir au 32-16. À tout de suite. RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye. Frédéric Fanget est avec nous et il nous propose de nous libérer de cette petite voix intérieure. En fait, vous nous proposez tout simplement d'oser vivre, oser vivre sa vie, oser vivre à deux, oser... c'est tout, voilà. Oui, mais faut-il y arriver ? Et oui. C'est ça le problème. Et moi, les gens que je vois, ils aimeraient bien, mais ils n'y arrivent pas. Alors comment on fait pour y arriver à oser ? Il faut savoir dire non, il faut un petit peu apprivoiser ses peurs, il faut se donner des règles de vie. Enfin voilà tout ce que j'ai un peu sorti de cet ouvrage, non ? Oui, et puis savoir dire non à sa voix intérieure. Lorsqu'elle est trop tyrannique, lorsqu'elle est excessive, c'est ça aussi. Parce qu'il y a dire non aux autres, c'est une chose, mais quand on fait des jeux de rôle de refus, par exemple en thérapie, on se rend compte que les gens n'arrivent pas à dire non à, je sais pas, à leur conjoint, à leur supérieur ou à je ne sais qui, c'est parce que ils ont une voix intérieure qui leur dit, ne dis pas non, tu vas le blesser, tu vas le gêner, il va rompre la relation, etc., etc. Et tant qu'on a ça en tête, même si on sait dire non en termes de communication, on n'y arrivera pas. Donc ce qui peut nous gêner pour oser être nous-mêmes, c'est ce blocage par cette voix intérieure qui va faire, comme vous le disiez tout à l'heure, une inhibition comportementale, c'est-à-dire qu'on fera pas les choses, on dira pas les choses, on les fera pas, et du coup, au bout d'un moment, on saura plus trop ce qu'on veut. Donc on va avoir un deuxième problème, qui est non seulement j'ose plus, mais je sais même plus ce que je dois oser. Et à ce moment-là, on se laisse en quelque sorte diriger par la vie, par les autres, et on passe comme ça... Par les autres. Voilà. On perd sa place, c'est les autres qui décident pour nous. Et on s'en rend même plus compte. On s'en rend plus compte. Sophie est